4, 3, 2, 1, top. Image quelqu'un. Image VAP. Voici Ariane 5. Magnifique, n'est-ce pas? Décollage. Le bijou de notre puissance spatiale européenne. Aujourd'hui, notre Ariane a 24 ans, mais elle commence à se faire un peu vieille, surtout comparée à son compagnon de l'autre côté de l'océan, la fameuse Falcon 9 d'Elon Musk. À regarder le modèle américain, on pourrait croire que pour faire un projet qui cartonne, il faut être un peu fou, un peu un génie et un peu milliardaire. La question se pose. Et en Europe? Alors, si vous aussi, il vous est arrivé de vous demander si nous avons besoin d'un Elon Musk en Europe, je vais vous raconter un voyage au cœur de l'écosystème Petit Lanceur. Tout a commencé à l'université de Berkeley, quand Hugo, un camarade de super-héros mordu d'entrepreneuriat, vient me voir et me dit « Écoute Eloa, il nous reste environ 8 mois pour faire une thèse de master. Alors viens, on fait une expérience à la SpaceX et on fait des petits lanceurs pour des petits satellites. » Alors à ce moment-là, vous imaginez bien que je l'ai regardé et je lui ai dit « Bah ouais, ok. » Et nous voilà, le lendemain matin à la cafétéria, face à une feuille blanche, avec une question. Comment on fait pour faire une fusée? On a commencé par appeler un ami qui avait fait des fusées sondes. On lui a posé plein de questions. Sur le moteur, les réservoirs, l'avionique. Et puis après quelques temps et d'autres appels, nous voilà à fabriquer des mini-boosters solides dans la cuisine d'Hugo. Et voilà ce que ça donne. Bon, on s'est quand même amélioré. Et de prototype en prototype, on a pu générer une certaine poussée. On a continué à discuter avec des ingénieurs. Et puis on s'est rendu compte qu'on ne se posait pas la bonne question. La question n'était pas comment faire une fusée, mais pourquoi. Pourquoi faire une fusée? Pour emporter quoi? Qui sont nos clients? Alors les semaines qui ont suivi, nous avons enchaîné les entretiens avec les constructeurs de satellites. Mais pas que. En 3 mois, nous avons pu discuter avec plus de 125 personnes travaillant dans l'industrie du spatial. On a eu la chance de pouvoir parler avec le numéro 2 du CNES, le cofondateur de SpaceX, l'astronaute Claudie Hénuré et même le directeur général de l'Agence spatiale européenne. Et alors, l'ensemble de ces entretiens nous a permis de comprendre le changement qui est en train de se faire dans le marché du spatial actuellement. Vous êtes prêts? Jusqu'ici, le spatial était une industrie réservée aux États et aux grands industriels. Les satellites étaient commandés par les institutions. Gros satellites, gros budget, gros délai de lancement. Sauf que depuis 2010, l'arrivée de SpaceX a fait chuter le prix de l'accès à l'espace. C'est-à-dire que le prix au kilo, que vous voyez ici, est passé de 10 000 $ à 5 000 $ le kilo. C'est la courbe bleue que vous voyez juste là. Ce phénomène peut être appelé la rupture du marché par le bas, qui vient en opposition à la stratégie de maintien mise en place actuellement. La miniaturisation des technologies de ces dernières années a permis de construire des flottes de satellites inférieures à 500 kg. Petit satellite, petit budget, petit délai de lancement. Le prix étant plus accessible, ces flottes de satellites sont aujourd'hui construites par des entreprises privées. C'est en partie ce qu'on appelle le New Space. Le marché des satellites passe donc d'un marché qui était étatique à un marché de plus en plus commercial, où l'on construit des constellations de plusieurs centaines de petits satellites en orbite basse, proche de la Terre. Nos entretiens avec ces entreprises du New Space nous ont permis de comprendre le besoin de lancement de ces petits satellites. D'un côté, vous avez les satellites plutôt gouvernementaux, qui eux, vous les voyez en rouge, cherchent la fiabilité dans un lanceur. De l'autre côté, vous avez les entreprises du New Space, cherchent elles
un lanceur rapide, c'est-à-dire dans un délai de quelques semaines, et surtout sur une orbite personnalisée. Car aujourd'hui, ces petits satellites sont contraints d'être envoyés à côté d'un gros satellite dans un lanceur pour être envoyés dans l'espace. Si vous voulez, on peut comparer les gros satellites avec un bus qui prennent en covoiturage ces petits satellites et les petits lanceurs avec un taxi qui offre donc un service de lancement rapide mais dédié. On permet donc de voir l'ouverture d'un nouveau marché. On voit une nouvelle catégorie de clients qui, eux, cherchent un service de lancement rapide et dédié. C'est ce qu'on peut appeler l'ouverture d'un nouveau marché. Nouveaux clients, nouveaux besoins, nouveaux produits. Alors, on a compté. Et aujourd'hui, dans le New Space, il y a environ 90 projets de petits lanceurs, principalement aux États-Unis, quelques-uns en Chine et une dizaine en Europe. Mais dans ce monde du New Space, il n'y en a qu'un seul qui vole, c'est Rocket Lab. Alors, si on peut se douter qu'il n'y aura jamais suffisamment de petits satellites pour satisfaire l'ensemble de ces projets, on peut néanmoins se demander s'il y en aura suffisamment pour satisfaire les coûts d'un second petit lanceur. Théoriquement, c'est assez simple. Est-ce que le marché est suffisamment grand pour compenser les coûts de R&D et d'opération d'un petit lanceur? C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment t donné, Z sera plus grand que X plus Y? Facile, non? Sauf que dans la pratique, ça donne ça. L'enfer. Du côté vert, on a le marché. Vous voyez ici la courbe d'évolution massique des satellites envoyés au cours des dernières années. Par différentes modélisations dont vous épargne les détails, nous avons estimé et calculé le nombre et la masse de petits satellites à être envoyés dans les 10 prochaines années. Du côté rouge, les coûts. Nous avons calculé que pour fabriquer un petit lanceur capable d'envoyer 300 kg de charge utile, il fallait 100 millions d'euros. 200 ingénieurs, et si l'argent coule à flot, c'est possible en 4 ans. Alors, voici le résultat de cette équation économique. On a une rentabilité possible sous 10 ans si le marché grandit de 20% par an et que ce petit lanceur est capable de capturer au moins 5% de ce marché. Enfin, on ne s'est pas arrêté là. En parallèle de tout ça, on s'est amusé à modéliser un moteur liquide oxygène-méthane et les pièces intérieures d'un petit lanceur. On a passé un super confinement. À ce stade du voyage, on avait donc des jolies prédictions financières, parlé avec des clients, un moteur et un lanceur. On a été un peu fous, un peu des génies, mais il nous manquait toujours les millions. Et puis progressivement, on a compris que dans le spatial, la rentabilité n'était pas la priorité. Que les lanceurs et les satellites sont construits pour des raisons de défense militaire et de stratégie nationale. On a beau parler de spatial européen, dans le monde des petits lanceurs, il est question d'autonomie nationale d'accès à l'espace. Je m'explique. Jusqu'ici, le spatial institutionnel européen est organisé selon le principe du retour géographique. Alors, c'est-à-dire que tous les 5 ans, les pays vont donner une enveloppe à l'ESA, et ensuite l'ESA va établir des contrats avec les entreprises domiciliées dans ces pays, au prorata de ces enveloppes en question. Historiquement, on avait donc une répartition du pouvoir spatial entre la France avec les lanceurs, l'Allemagne avec les satellites, et l'Italie avec les boosters solides. Sauf que l'arrivée de ces entreprises privées a changé la donne, car ces entreprises n'écoutent pas le principe du retour géographique. Elles développent ce qui leur plaît, où il leur plaît. Et ça, ça change tout. Si on regarde le modèle en Europe, par exemple, on remarque qu'il y a 3 projets de petits satellites en Allemagne, 2 en Espagne et 2 au Royaume-Uni. Ce sont les pays en recherche d'une autonomie nationale d'accès à l'espace. Alors, lors de nos entretiens, nous avons posé la question: pourquoi est-ce qu'en France, nous n'avons pas, ou peu, de telles initiatives? La réponse fut formulée, mais plus ou moins implicitement.
Osons la dire à voix haute, c'est parce qu'on a Ariane 6 qui arrive. 11 ans de développement, 3 milliards d'euros. On ne peut pas se permettre de lui faire concurrence. Ce lanceur, quoique sublime, contraint l'Europe et la France à se satisfaire de ce produit. Je peux comprendre qu'Ariane 6 tout juste opérationnel doit être honoré. Mais si on regarde son positionnement financier, ici, coincé entre la courbe bleue et la tendance des petits lanceurs, on est en droit de se demander quelle est la stratégie. À moins que ce soit un positionnement pour capturer les deux marchés en même temps. Enfin bref. Après tout ça, je me rends compte que notre démarche a été très prudente. Trop prudente. On a étudié les courbes de revenus, écouté les institutions et les grands groupes. On a voulu faire de l'Elon Musk, mais sans jamais faire de l'Elon Musk. Au contraire, notre démarche a été typiquement européenne. Un jour, une amie m'a dit « Tu sais, Eloa, toute étude de marché trop poussée révèle toujours les raisons pour ne pas se lancer. » Et alors, à ce moment-là, j'ai compris. J'ai compris qu'il fallait arrêter de se poser trop de questions. J'ai compris qu'il fallait arrêter d'avoir peur. Que pour faire un projet qui cartonne en Europe, nous n'avons pas besoin d'un Elon Musk. Par contre, nous avons besoin d'autre chose. Nous avons besoin d'audace. L'audace, c'est le contraire de la peur. Être audacieux, c'est montrer une volonté de faire des choses malgré les risques. Nous avons compris les enjeux économiques du New Space, mais ce changement touche à une corde plus sensible, car de manière invisible, il touche chacun d'entre vous. Car il nous touche, nous, citoyens européens, car il altère notre perception de l'image du spatial. Aujourd'hui, les jeunes entendent parler de SpaceX partout sur les réseaux sociaux. Nos enfants portent des t-shirts avec marqué NASA dessus. Il est clair que nous manquons de visibilité auprès de nos citoyens. Alors, où sommes-nous? Pourtant, des réussites, on en a. Galileo, par exemple, l'équivalent GPS le plus performant du monde, le programme Copernicus, le Moon Village, et plein d'autres encore. Rien n'a changé depuis 1970. Nous avons toujours notre base de lancement, les meilleures écoles d'ingénieurs, l'Union européenne les font. Nous sommes capables d'être des pionniers. Ce n'est qu'une question d'audace. Nous sommes capables d'être en action et non pas en réaction. Nous avons déjà montré au monde que nous sommes capables d'être des leaders. Alors, redevenons-le. Comme le dit Madame Claudie Hénuré, première femme européenne astronaute. Transformons l'impossible en un possible. Alors, s'il y a bien une chose que j'aimerais nous dire ce soir, à nous étudiants, à nous Européens, à nous passionnés du spatial, c'est battons-nous. Battons-nous pour montrer que de l'audace, on en a. Que nous aussi, nous sommes capables de faire des choses malgré les risques. Que nous sommes capables de rêver en grand. Soyons des génies, soyons fous, car l'avenir de l'Europe, c'est nous.